Salut les amis, bienvenue. Salut Katia. Alors j'ai oublié de charger mon téléphone, du coup non, il est branché, normalement ça devrait pas s'arrêter. Si ça s'arrête, c'est que c'était pas ça. On est là, ça régale, ça fait plaisir. Je suis content de vous retrouver. Salut les amis. Alors, ce que je vais, donc vous êtes 55 là. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on n'a pas fait les questions en amont cette fois-ci, mais du coup, vous avez le petit bouton en bas de l'écran pour poser les questions là, les deux trucs, le point d'interrogation avec les deux cartes là. Et n'hésitez pas à poser des questions, comme ça on les prendra en direct. Et puis voilà, on va commencer. Donc. Salut tout le monde, bienvenue pour ce troisième épisode de Coup d'État à la maison. Donc pendant le confinement, on essaye de vous montrer un peu des profils inspirants, des gens qui entreprennent, qui continuent à entreprendre malgré le confinement ou qui ont arrêté leur boîte et qui viennent vous parler un peu de leur point de vue sur la situation et puis de plein d'autres sujets en fonction des questions que vous avez à poser. Aujourd'hui, on va accueillir deux personnes. On va accueillir Anastasia, qui est la CEO et la fondatrice de MyDiaby, qui est une plateforme de suivi de patients qui ont le diabète. Donc c'est un thème santé, c'est une entrepreneuse dans la santé et ils ont lancé récemment une offre juste au moment où le coronavirus et le confinement ont commencé, une offre de téléconsultation pour que les patients puissent continuer à voir leur médecin et maintenir leur relation avec leur médecin. Donc on va pouvoir discuter de tout ça et puis parler d'entrepreneuriat dans la santé en général. Et dans la deuxième partie de l'émission, on va accueillir Blondie, Maxime Blondel, que vous connaissez peut-être si vous suivez de Coup d'État depuis un moment, qui est un gars avec plein de facettes différentes, qui a créé pas mal de muses, donc c'est un spécialiste des muses, un peu comme la semaine dernière avec Jedi, et il va pouvoir nous parler de plein de sujets. Donc on va parler de muses, on va parler de SEO, d'acquisition et de son nouveau projet qu'il a lancé ce matin en grande pompe, et donc il est très excité et je suis très content de le recevoir. Mais donc on va commencer avec Anastasia, je vais l'inviter à rejoindre le live si j'y arrive, si elle est là. Alors comment... Tac, alors suspense. Là, voilà, juste là. Attaque tout de suite. Donc n'hésitez pas, hein, posez vos questions dans le truc de questions et puis on y répondra au fur et à mesure. Salut Hello, Anastasia. hello, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher, ouais. Comment tu vas? Bien et toi? Ça va, ça va. Bon, bah très content de te recevoir, ça fait hyper Bah, plaisir. merci, ouais, c'est chouette. On a vu plein d'activités passer pour MyDiaby ces derniers temps là avec le coronavirus. Alors comment ça se passe toi ces dernières semaines? Ça se passe fort. Ça se Ouais, passe fort. Enfin, on s'attendait pas trop. En fait, c'est un peu dur d'anticiper ce qui va se passer. Et il y a plein de boîtes qui vont être et de personnes qui sont impactées directement par le virus. Et il y a plein de personnes qui sont impactées par le confinement. Et c'est un peu deux choses différentes. Et nous, au début, bon, le virus, l'épidémie, tout ça, ça nous a pas directement touchés. Et ni nos utilisateurs. Et en fait, au moment où il y a eu le confinement, qui était annoncé un lundi soir, le lendemain, en fait, on s'est dit, bon, on continue comme d'hab, nos utilisateurs sera tendu pour eux, ils pourront suivre leurs patients à distance. Et en fait, on n'a pas compris ce qui s'est passé le lendemain. Ça a sonné une fois, et puis deux fois, et puis trois fois, puis là, c'était parti, quoi. Donc, ça fait 2 semaines là qu'on est en mode x10 par rapport à d'habitude. ah ouais. Et, et ouais, en fait, les gens, ils ont des nouveaux besoins qui se créent. Du coup, quand tu chamboules tout un, là, c'est même pas un écosystème, c'est des nouveaux besoins ou des choses qui ont changé. Et là, nous, il a fallu faire un shift un peu dans notre activité. Donc, à la base, nous, notre appli, elle sert à relier des personnes qui ont du diabète avec leur équipe médicale qu'ils ont l'habitude de voir en face à face. Et ça crée un lien entre des consultations. Quand tu es diabétique, tu te piques tous les jours, tu prends un traitement tous les jours. Et en gros, dans l'appli, tu logs ça et ton médecin peut être alerté s'il y a un truc qui ne va pas. Donc, Donc on c'est est bien d'accord. entre des consultes. Ouais, donc on est d'accord qu'à la base, c'est pas un truc de téléconsultation, c'est vraiment Non, c'est un outil de suivi. Et donc ouais, c'est maintenant, ça. vous avez fait ça. Alors avant qu'on C'est ce qu'on revienne appelle sur, la téléconsulte, je pense, ouais. ok, ouais. Donc avant qu'on revienne sur les nouveaux usages qui se créent avec la situation actuelle, tu peux nous raconter comment ça a démarré? Parce qu'on parle souvent de besoins qu'on doit régler en tant qu'entrepreneur, de problèmes qu'on doit régler. Les problèmes de santé, c'est des vrais trucs. Vas-y, raconte-moi. Ouais, alors en fait, ça a démarré. Mon associé et moi, on n'est pas du tout du monde de la santé, on n'a pas fait d'études et tout. En fait, nous, à la base, on était pilote dans l'armée de l'air, donc rien à voir. Et on est parti en 2013. Et en fait, il s'avère que le père de mon associé est diabétologue.
Et puis, bah, du coup, on allait le voir bosser de temps en temps. Et hop là, ça bouge. Et en fait, T'inquiète. il nous expliquait que pour suivre ses patients, alors là, on était en 2014, il avait besoin de voir les résultats que les patients faisaient chez eux, mais à distance, entre des consultations. Et pour ça, il utilisait des tableaux Excel qui s'envoyaient par mail. Et du coup, on s'est dit, mais c'est quoi le délire? Parce qu'en fait, dans la banque, il y a des applis, dans l'éducation, il y a des applis, il y a des cours en ligne, enfin, il y a tout qui est numérisé. Et la santé, comment c'est possible qu'il y ait encore des échanges qui se fassent comme ça? Et en fait, on a vu qu'en France, c'était partout comme ça. Donc, on s'est dit, bah, attends, on va faire un truc, quoi. On va le créer, ce lien qui n'existe pas. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc, en fait, enfin, à la base, on n'était pas du tout, on n'a pas créé MyDiaby pour créer une boîte. On a juste vu qu'il y avait un trou et on s'est dit on va se mettre dans ce trou-là parce qu'il y a quelque chose à remplir. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, vous avez fait quoi? Genre, à la toute base, vous avez observé les usages, vous avez fait comment? Ouais, on a regardé là où il manquait un outil. Parce qu'en fait, il y avait déjà une pratique, c'est-à-dire que les patients avaient besoin de partager et de communiquer avec l'équipe médicale entre deux consultes, mais n'avaient pas d'outil. Donc, en fait, il fallait un truc pour collecter les données médicales tous les jours chez le patient et que ce soit envoyé en direct à l'équipe médicale. Et quand l'équipe médicale a des conseils à donner, qu'ils puissent le faire. Donc, on a fait à la base, c'était un tableau tout pourri en ligne sur un site avec un login mot de passe. Et puis, au fur et à mesure, bah, les gens l'utilisent parce que de toute façon, ils n'avaient rien. Donc, ils pouvaient utiliser un truc vraiment pourri. Là, le MVP marchait hyper bien parce qu'il n'y avait pas d'autres outils sur le marché. Et au fur et à mesure, ils nous ont dit, oh, on voudrait telle fonctionnalité, on voudrait une messagerie, on voudrait ceci, on voudrait ça, on voudrait tel bouton. Et puis voilà, le truc s'est construit comme ça. Et maintenant, on a une plateforme avec plein de features dedans. Vous êtes combien maintenant? Là, on est 5. Ok. On est petit et en fait, on est utilisé dans là, presque 300 hôpitaux en France sur 500, 550. Donc, ouais, on est vraiment bien répandu. Et en fait, alors les chiffres, ça correspond pas du tout aux chiffres des startups classiques parce que dans la santé, tout est hyper long. Ce que tu passes d'habitude comme temps quand tu crées une startup, en fait, dans un écosystème qui n'est pas réglementé comme la santé, qui est beaucoup plus libre, tu vas passer quelques mois à créer ton premier produit, ton MVP, trouver tes premiers clients, faire les retours et après tu scales. Nous, là, cette phase de quelques mois, au lieu de prendre quelques mois, elle prend 2, 3 ans parce que c'est hyper long, parce qu'il faut respecter des prérequis réglementaires, il faut être dispositif médical, ta. Et après, tu es obligé de rentrer dans un système de remboursement par la Sécu. Donc, en gros, c'est un peu différent. Et c'est pour ça qu'on n'est que 5, parce que si on vendait directement notre produit à nos utilisateurs, bah, ça aurait direct pris la courbe de croissance, on aurait scalé direct et on serait 30, j'imagine, un truc comme ça. Ouais. Donc, c'est un peu chamboulé, quoi. Parce que du coup, vous, votre méthode, c'est que vous apportez MyDiaby aux médecins et eux le prescrivent à leurs patients. C'est pas directement le patient qui va s'inscrire sur MyDiaby et qui dit je veux utiliser ça, quoi. Non, non, bah, dans la santé, enfin, nous, on a trouvé qu'il fallait vraiment passer par le médecin parce que du coup, le patient va plus écouter ce que lui prescrit son médecin. C'est vraiment une prescription, en fait. C'est un dispositif médical. Donc, le médecin va prescrire l'application et sera suivi dessus. Parce que les patients, ils n'ont pas l'initiative de dire, ah, est-ce que vous pouvez utiliser cette appli pour me suivre? Ce serait pratique. Donc, non, nous, on fait le chemin par le médecin. Ok. C'est quoi les points communs que tu vois entre être pilote de chasse et être entrepreneur? Il y a deux grands. Alors, il y a des points communs et il y a des trucs qui sont totalement l'opposé, mais ça donne quand même des leçons pour réussir à faire ce qu'on doit faire dans l'entrepreneuriat. Les points communs, c'est pas d'excuses. Tu peux pas donner d'excuses en fait. Si il y a personne qui t'attend, si tu veux prendre une place, il faut y aller parce que il y aura pas de ah c'est pas juste, pourtant c'était dur. Ça il y a pas. Donc ça c'est vraiment point commun. Voilà tout ce qui est discipline, détermination, volonté, tout ça vraiment c'est des objectifs. Être pilote ou faire fleurir une boîte ou faire réussir une boîte, c'est des objectifs qui sont hyper ambitieux et ça demande des disciplines personnelles et des engagements personnels qui sont très élevés. Du coup, quand tu veux beaucoup, forcément, ça coûte plus cher en termes d'engagement. Donc ça, c'est vraiment les points communs. Après, à l'opposé, quand tu es dans l'armée, tu es dans un système qui est tellement gros et ancré que c'est vraiment le total opposé de ce qu'on fait en startup, qui est de partir de rien et de tout changer et de remodeler le monde et le système comme nous, on l'entend. Et là, dans l'armée, c'est totalement l'opposé. Mais du coup, ça aide quand même d'avoir vécu le contraire parce que tu te dis,
qu'est-ce qui ne fait, enfin, comment ça se fait dans l'armée, du coup, comment on pourrait le faire pour faire totalement le contraire ici. Et parfois, avoir le contre-exemple, ça aide aussi. Donc voilà, c'est un peu ça. Ok. Comment vous faites le suivi des patients aujourd'hui pour vous assurer que, enfin, pour améliorer votre produit constamment? Genre, vous entrez en contact avec eux beaucoup? Vous passez uniquement par les médecins? Comment ça se passe? On passe beaucoup par les médecins parce qu'on n'a pas trop mis de questionnaire de satisfaction pour les patients en fait, c'est un peu pour ça. Mais on passe beaucoup par les médecins parce qu'en fait, eux, ils ont le réflexe quand ils ont une remarque ou un truc de le dire à leur médecin dans l'appli. Donc nous, on récupère tout côté médecin. Après, ouais, on a beaucoup de retours quand même par là et enfin, ça revient toujours aux mêmes choses. Donc voilà, il y a pas Ok, trop ouais. de... On n'est pas Ok, vraiment en très clair. direct avec les patients. Ouais. Ok, ouais, ça marche. Bon, du coup, raconte-moi, qu'est-ce qui est en train de changer en ce moment avec tout ce qui se passe? Bah alors là, l'annonce, nous, c'était plutôt le confinement. On passe d'une plateforme qui sert à suivre des gens entre des contacts face à face à quelque chose qui doit servir tout le temps pour être en full remote. Et du coup, c'est là qu'on a dû mettre en place la téléconsultation. Donc, c'est vraiment le Skype avec ton médecin pour pouvoir faire une consulte, mais bah, comme on fait là, hein, en visio. Et il a fallu qu'on développe ça. Donc, on l'a fait en une semaine. Et là, en fait, tu reviens au moment où tu as créé ta boîte, ta startup au tout début, où il faut faire un truc moche mais qui marche, et il faut que ce soit utilisé, et toi, il faut être prêt derrière à réagir si un truc qui marche pas. Et après, tu verras pour tout ce qui est joli, machin, scalé et tout, mais là, au début, il faut y aller, tu vas travailler 10 fois plus. Et en fait, c'est une mini startup dans la boîte, en fait. Donc, enfin, c'est assez excitant en même temps parce que ça remet un coup de patate, tu vois. Ça redonne un peu le sens de la mission que tu avais dès le départ, puis c'est un peu. C'est quand ça fait 5 ans que la boîte existe, après, tu as une sorte de routine qui se crée. Et là, c'est bon, bah, dans la boîte, il faut recréer une mini startup. Parce que là, il y a besoin d'un truc maintenant et il va falloir être hyper flex, hyper agile et répondre à un truc que les gens nous demandent tout de suite, quoi. Donc, ouais, c'est surtout comme ça que ça s'est fait. Là, ça fait 2 semaines, donc ça commence à prendre son rythme. Et du coup, maintenant, on va passer à une mini phase de scale de cette mini partie-là. Donc, c'est Ok. vraiment, enfin, c'est vraiment la miniature de la boîte, quoi. Donc, c'est vrai que c'est cool. Et puis, nous, ça nous fait plaisir, enfin, en tant que cofondateur, de revivre un peu le début d'une boîte. C'est quand même chouette, quoi. C'est un truc que vous avez mis en place pour une partie de vos utilisateurs seulement, ou vous l'avez mis en place pour tout le monde dès le départ? Non, on l'a mis pour tout le monde. Ok. Pour tout le monde, parce que ça peut servir à tout le monde. Et puis, on verra après. Ça On représente le combien de relit pour patients? Alors normalement, on rentre à peu près 3500 nouveaux patients tous les mois inclus Ok. sur la plateforme. Et là, on est à 5500, bientôt 6000. Enfin, là, le mois de mars, il a Ah un ouais. peu, il a fait carrément x2. Je savais même pas que c'était possible. Et du coup, c'est instructif en termes de founder de se dire si on peut aller les chercher, ces gens-là. Ils existent, tu vois, ces nouveaux utilisateurs. Ils sont quelque part. Là, ils savent qu'ils ont besoin de nous, donc forcément, ils viennent. Mais voilà, ils sont là, il y a des gens à les récupérer et on peut les avoir. Et là, bon, ça a été déclenché par la crise, donc bon, c'est comme ça. C'est ni une bonne nouvelle ni une mauvaise nouvelle, c'est une conséquence de ce qui se passe en fait, sans jugement de virus, c'est pas bien, voilà. Donc voilà, ouais, ça représente pas mal de monde. Ouais. Ouais, c'est un truc que disait Alice l'autre jour quand je lui demandais qu'est-ce que tu vois chez les entrepreneurs. Elle me dit bah globalement c'est des gens qui paniquent pas et ils s'adaptent quoi qu'il arrive parce que de toute façon on est globalement habitué à faire ça. Moi il y a une question qui m'intéresse pas mal, c'est la question de la réglementation parce que sur la santé c'est quand tu l'as dit tout à l'heure c'est réglementé. C'est quoi la situation de la réglementation par rapport à la téléconsultation aujourd'hui, enfin avant la crise du coup? Alors, moi, je connais très bien la télésurveillance. La téléconsultation, on commence, du coup, ça fait 2 semaines, donc la réglementation, je ne la connais pas par cœur. Hein. Pour D'accord. le coup, on a lancé, bon, on est dans les règles de l'art, hein, RGPD, enfin, c'est même pas un dispositif médical, la téléconsultation, contrairement à ce qu'on faisait avant. Donc, en fait, c'est plus flex. Mais en gros, tout ce qui est santé, il faut que ce soit hébergé sur des hébergeurs qui sont agréés pour les données de santé. Tu peux pas te mettre chez OVH classique pour héberger tes données. Ouais. Faut respecter bah, le RGPD, mais plus qu'à la lettre. En fait, faut être hyper carré sur les données. Le consentement du patient pour pouvoir partager avec son équipe médicale ses données de santé. Et puis, c'est principalement ça. Ce Après, que je veux, là, ce que je me demande, c'est à quel point vous avez réfléchi avant de lancer cette feature de téléconsultation en vous disant est-ce que c'est OK, est-ce que c'est pas OK, ou est-ce que c'était juste logique, il y a eu beaucoup de demandes, enfin, elle vient d'où cette prise de décision? alors, on n'a pas vraiment réfléchi. Ouais, Euh, Après, la téléconsultation, la différence avec la première démarche qu'on a eue au tout début de MyDiaby, c'est que ça existe déjà. Il
il y a déjà des plateformes de téléconsulte, enfin, c'est déjà réglementé, donc il y a un cadre, on sait à peu près où il faut se placer. Au tout début de MyDiaby, il n'y avait pas de cadre, donc là, on y allait vraiment avec la machette et on enlevait les fougères et on allait voir ce qu'il y avait derrière, quoi. Mais là, en fait, la téléconsulte, c'est un truc qu'on avait dans notre coin de tête pour plus tard. Et on s'est dit, ah bah non, en fait, on enlève tout ce qu'on avait prévu et on fait ça maintenant. Et du coup, bah, t'enlèves tout ce qui est pas vital et tu concentres toute l'énergie sur les organes vitaux. Et là, l'organe vital, c'était bah, donner la téléconsultation aux gens parce qu'il fallait qu'ils puissent suivre leurs patients à distance. Donc, on savait déjà un petit peu en tête ce qu'on voulait quand on le sortirait. C'est juste qu'on savait pas qu'on le ferait maintenant et on l'a fait maintenant. Mais voilà. On nous pose la question là, c'est les médecins qui sont sur votre plateforme, c'est des médecins qui sont quoi? C'est que des gens c'est des généralistes ou c'est des... C'est tous les professionnels de santé qui peuvent être en lien avec le diabète. Donc, il y a des diabétologues, des endocrinologues, des diététiciennes, diététiciens, il y a des infirmières, des sages-femmes, parce qu'on fait beaucoup de diabète de grossesse, il y a des gynéco-obstétriciens, il y a des généralistes. Donc, il y a un peu de tout, pourvu que ça gravite autour du diabète, en fait. D'accord, ok. Et du coup, toi, votre job, c'est d'arriver à synchroniser tous ces gens-là pour qu'ils aient un fichier commun sur lequel naviguer et que ce soit plus simple de comprendre le patient et sans avoir à se passer les trucs, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, en temps normal, les patients, ils surveillent leur glycémie et ils prennent des traitements chez eux. Et ça, ils le font. Il y a beaucoup de données, en fait, parce qu'ils le font plusieurs fois par jour. Et puis, il y a plein de marques différentes d'appareils, de traitements. Et chaque marque a sa plateforme, en fait, pour lire les données. Mais en fait, ça veut dire que les équipes médicales doivent ouvrir 10 logiciels différents selon ce qu'a le patient qu'ils ont en face. Et du coup, nous, on rassemble tout ça. Donc, en fait, tout est connecté à notre plateforme. Et les médecins, ils se connectent juste sur MyDiaby. Et ils ont tous leurs patients, quel que soit le traitement, quel que soit voilà, la prise en charge, ils ont tout au même endroit et après à traiter, bah, c'est hyper facile, quoi. Ok. C'était intéressant ce que tu disais sur le temps que ça prend de développer une plateforme qui est dans la santé. Qu'est-ce qui prend tant de temps comparé à d'autres startups que tu peux voir? Ce qui prend du temps, c'est qu'on peut moins intégrer les outils qui existent déjà. Parce qu'il faut que ce soit hébergé sur des hébergeurs de santé. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas mettre juste un Typeform pour que les gens remplissent des données de santé. Parce que Typeform, bah, c'est pas hébergé santé. On ne peut Ok. pas intégrer bah, voilà, tous les autres outils parce qu'il faut que ce soit des outils valides pour les données de santé. Donc, il faut beaucoup redévelopper les outils. C'est surtout ça qui est le plus chiant dans la santé. Ok. Du coup, vous codez tout en interne et Ouais, et vous utilisez les outils qui sont agréés santé. ouais. Si moi demain je veux lancer une startup dans la santé, qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil? Il faut être très endurant et très déterminé sur la durée parce que ça va être long. Après, c'est pas impossible, mais ça peut. Enfin, nous, on savait pas en fait à la base tous les obstacles qu'il y avait, donc c'est bon. Enfin, des fois, pas savoir, c'est bien C'est la aussi. meilleure manière, ouais. C'est ça, tu verras. De toute façon, il y aura des trucs compliqués, donc bon, autant le découvrir au moment où ça arrive. Mais ouais, faut surtout être très patient. Mais là, la vague, elle est bien. Là. Ça commence à devenir vraiment démocratisé le numérique en santé. Enfin, je dis numérique parce que souvent la startup, c'est un peu orienté numérique, mais c'est pas obligé. On est dans une bonne dynamique là en France. On est quand même, enfin, souvent on est un peu les petits derniers niveau technologie, mais dans la santé, on est plutôt pas mal. On est dans les premiers pays à rembourser la télémédecine. Il y a vraiment des programmes qui sont mis en place, donc c'est vrai que c'est cool. Après, c'est sûr, c'est pas évident de s'intégrer trouver un business model dans un système où il y a la Sécu, qui doit passer par là, qui valide ton tarif, qui va t'imposer certains critères, mais la récompense au bout, elle est intéressante parce que du coup, tu construis quelque chose d'hyper solide. Et à partir du moment où ton outil il est utilisé, bah, ça va être pour 5 ans, 10 ans, quoi. Enfin, si tu arrives à bien le faire évoluer comme il faut, c'est hyper solide dans le temps. Donc c'est plus dur au début, mais après, une fois que tu as réussi à monter ton truc, franchement, ça peut valoir vraiment le coup pour les gens qui ont cet intérêt aussi pour le domaine, parce qu'il y a, enfin, la santé, c'est hyper en retard par rapport à tout le reste. Et là, enfin, il y a assez peu de concurrence, parce qu'il y a assez peu de boîtes qui se lancent. Il y a beaucoup d'initiatives de grands groupes, mais alors, bon, c'est pas terrible, quoi. Ils ont un peu de mal. Et là, en fait, l'idée, c'est de rendre un peu plus glamour tout cet écosystème santé. C'est vrai que nous, on le voit dans le recrutement, il y a moins de jeunes ou de candidats qui sont intéressés par la santé, parce que bah, c'est moins rigolo que des trottinettes, c'est moins rigolo que des biscuits qui ont des petits messages drôles dessus, et ça fait moins rêver. Le diabète, les gens disent, bah, c'est des vieux, machin, pas forcément en plus. Et en fait, il faut rendre glamour l'environnement du truc, et pas que la start-up, quoi. Donc c'est intéressant aussi, hein.
Ouais, il y a un truc enfin, quand j'avais interviewé le CEO de Shine, il parlait de ça parce que c'était tout ce qui est compta, tout ce qui est administratif, et il disait la même chose sur rendre glamour ce sujet-là. Euh, vous, ce processus-là, ça passe par quoi? Ça passe par la marque, ça passe par la façon que vous avez de communiquer avec les médecins. C'est juste pour vous quand tu parles de ça? Genre, c'est en interne dans l'équipe, vous devez vous rendre compte que c'est fun ou comment ça se traduit au quotidien? Bah, après, ça dépend ce que tu appelles fun. Moi, je trouve ça fun quand c'est compliqué. Après, ça dépend des gens, Ok, ouais. mais en fait, ce qui est bien, c'est que on peut donner des outils qui sont aussi sympas à utiliser que Slack, que tous les trucs qu'on adore tous utiliser. On peut aussi les offrir à des gens qui n'en ont pas l'habitude, notamment les professionnels de santé. Ça, eux, ils ont l'habitude des logiciels vraiment tout pourris, Windows 98 et tout. Et ça fait hyper plaisir de leur apporter des trucs vraiment dans l'esprit des nouvelles boîtes qui créent des solutions maintenant, parce que eux, quand ils voient ça, ils ont les yeux qui brillent, quoi. Mais c'est génial, la plateforme, elle est trop belle, on comprend tout de suite, il n'y a pas besoin de se former pendant 3 jours. Et ça, c'est vraiment sympa. Et au final, les gens, les utilisateurs qu'on a dans la santé, sont vraiment chouettes, quoi. Nous, on a des messages de remerciements qui sont incroyables. Enfin, c'est vraiment, vraiment chouette, ouais. Ouais, puis c'est gratifiant, ouais. J'ai deux, trois questions là. C'est disponible qu'en France ou c'est disponible à d'autres endroits? France, Belgique, Suisse, Algérie, et c'est tout pour le moment. Ok, donc pas Maroc, Monsieur Koto. Non, mais enfin, soit si on peut, c'est juste que les données sont hébergées en France. En fait, c'est ça aussi la difficulté de la santé, c'est que tu dois héberger les données santé dans le pays d'utilisation de la plateforme. Donc en fait, il faut répliquer à chaque fois sur des serveurs localement. Bon, du coup, ça coûte du temps, de l'argent et de l'énergie pour nous. Mais en soi, il y a des gens qui utilisent que ça ne gêne pas si c'est hébergé en France. Après, chacun, on va pas empêcher les gens. Il y a des gens dans d'autres pays qui utilisent la plateforme, même si c'est hébergé en France. Après, on n'a pas ouvert volontairement ces pays-là, mais il y en a un petit peu partout quand même. Ok, ça roule, trop cool. La vision à long terme, tu veux aller vers quoi? Tu veux tendre vers d'autres branches, vers d'autres choses que le diabète? Tu veux tendre vers enfoncer cette verticale-là? C'est quoi auquel vous aspirez? Ah, il y a un peu deux dimensions. Soit on souffre sur d'autres pathologies, ou soit on creuse le diabète, sachant que dans le diabète, il y a plein de trucs qui gravitent autour. Enfin, c'est pas une maladie isolée. Tu as toujours en lien l'hypertension, etc., etc. Et là, nous, pour l'instant, on va plutôt rester sur le diabète, mais s'ouvrir plus largement, on va dire, de façon géographique à d'autres pays. Parce que c'est une plateforme qui est spécialisée, enfin, c'est un outil de spécialiste, donc on va pas commencer à faire des trucs généralistes. Et il y a beaucoup de projets en santé qui marchent pas, justement parce que c'est trop généraliste. Et en fait, ils disent, ah, maintenant, on veut une plateforme qui fait tout, l'ophtalmo, la pédiatrie, la maternité. Et en fait, c'est des fiascos total parce que, enfin, tu peux pas, enfin, le mec qui court du marathon, il va pas le courir en Stan Smith, il va prendre des chaussures spéciales marathon. Mais Stan Smith, ça va à tout le monde pour mettre tous les jours et aller n'importe où, quoi. Donc c'est vraiment, nous, on a un truc hyper spécifique et on va continuer dans cette voie-là. Je lisais un article tout à l'heure sur quand vous avez lancé en octobre 2018 la pédiatrie, donc qui n'était pas dans votre offre à la base. Qu'est-ce que ça implique justement de s'élargir un tout petit peu plus hors du marathon, comme tu dis là? En fait, dans le diabète, on peut pas tout mettre d'un coup. Donc en fait, c'est hyper séquencé. Et quand c'est ouvert la pédiatrie, c'est qu'on s'est ouvert à la pédiatrie diabète. Donc vraiment les enfants qui ont du diabète. Et on peut pas. En fait, on fait des sous-niches dans notre profil d'utilisateur. Donc, on a commencé par le diabète pendant la grossesse. Après, on s'est ouvert au diabète de type 1, diabète de type 2 et diabète en pédiatrie. Parce que chacun va avoir des besoins un peu différents, des suivis un peu différents. Donc, c'est pour ça qu'on segmente. Une fois que tu es rentré dans un truc de façon bien adaptée, vraiment à des besoins hyper spécifiques, les gens ne partent plus. Donc, voilà, on n'a pas voulu faire un one fits all, un truc comme ça. Même au Mais sein du tu vois, genre, diabète, tu vois, ce qui m'intéresse, c'est la réflexion de le focus dont tu parles, de OK, on va faire un seul truc qui est très spécialisé, qui est très poussé pour des spécialistes, et le moment où tu prends une décision d'élargir, en fait. Genre, à quel moment tu décides de te diversifier par rapport au moment où tu décides de rester focus sur ce que tu fais? bah,
En fait, c'est un peu au moment où on te le demande, enfin, où l'utilisateur en a besoin. Enfin, c'est vrai que nous, on n'a jamais dit, tiens, on va lancer la pédiatrie dans 6 mois avec un projet de mise sur le marché, et tout. On s'est rendu compte qu'en fait, il y a des enfants diabétiques et bah, le problème, il ressemble vachement aux femmes enceintes qui ont du diabète. Donc, bah, attendez, si on bouge ça et ça sur notre plateforme, on peut vous faire un truc pour vous qui serait super, en fait. Donc, ok, bah, on fait ça, en fait. Et après, c'est comme ça aussi qu'on a ouvert les pays. C'est là, en Algérie, ils ont besoin aussi de plateformes. Tout le monde a à peu près son téléphone. Et bah ok, on ouvre l'Algérie. Et ça veut pas dire que t'as pas de stratégie, mais justement, enfin, créer une boîte, créer un produit, enfin, c'est pas toi qui le crée en fait, c'est les gens. C'est eux qui te disent de quoi ils ont besoin et on suit un peu ça. Enfin, après, ça reste dans notre ligne directrice, parce que si on nous demande de faire un truc qui a rien à voir, on va pas le faire, mais ouais, enfin, je pense que c'est la meilleure garantie que ton truc il va marcher. C'est que c'est pas toi qui l'as inventé tout seul dans ton salon un jour où tu avais une idée lumineuse qui t'est venue après avoir regardé je sais pas quoi. Donc, ouais, c'est vraiment ça, quoi. Ok, donc du coup là, tout ce qui se passe avec la crise en ce moment, finalement, c'est juste une autre façon dont le marché s'exprime et vous surfez la vague et vous arrivez à continuer comme si de rien n'était et même au contraire, ça augmente votre trafic et ça augmente vos chiffres, quoi. Ouais, en fait, ça condense le temps. Ça change tous les besoins et ça condense le temps. Il faut refaire du ultra rapide. Et je pense que ça s'appliquera pas seulement à nous, mais du coup, il y a pas mal de gens qui vont être concernés par ça. Enfin, si tu avais pour ambition de créer un média, de créer des préventes d'un truc, enfin, je veux dire, là, c'est le moment. Les gens, ils ont besoin d'outils digitaux et ça va renforcer des besoins, ça va en enlever d'autres. En fait, les gens croyaient que c'était des besoins, puis en fait, c'était du luxe, mais là, c'est peut-être pas le moment de se mettre dans le nice to have. Donc, ça retourne un peu tout, ça fait un peu bouger la matière et ça fait ressortir des choses qui font que bah, si tu t'adaptes bien, tu arrives à créer des trucs chouettes. Et enfin, celui qui survit, in fine, c'est pas le plus fort, c'est celui qui s'adapte le mieux. Donc là, c'est hyper parlant pour les boîtes, pour les startups, pour les gens. Quand il y a tout qui est retourné comme ça en quelques jours, bah, tu vois ce qui ressort, quoi. Et ça ressemble à quoi une journée type en ce moment pour vous dans l'équipe et pour toi plus particulièrement? Euh, Ça ressemble à ce qu'on fait d'habitude, mais en x4, quoi. Donc, en fait, il faut aller beaucoup plus vite, on a beaucoup plus d'appels, il faut beaucoup plus vite maqueter, il faut beaucoup plus vite développer, il faut beaucoup plus vite faire les tutos et communiquer. En fait, c'est tout en plus, quoi. En plus intense, plus rapide. Voilà. Et puis, il y a des surprises. Il y a un peu plus de surprises que d'habitude, parce que du coup, là, on navigue un peu à vue, on attend de semaine en semaine de voir ce qui se passe, mais ouais, c'est juste beaucoup plus intense, en fait. Mais c'est cool, ça remet un peu de patate dans tout ça. Et ça permet de trier, c'est au moment où, quand ça fait quelques mois, quelques années que tu as lancé ta boîte ou ton produit, tu peux avoir des moments un peu d'errance ou te dire, bah, qu'est-ce que je vais faire après. Tu sais pas trop. Puis là, bah, t'as un gros truc qui t'arrive dans la tronche. Ah ouais, bah, en fait, c'est évident, c'est ça qu'il faut faire. Et ça aide à prendre des décisions aussi, ça aide à se redire, bah, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qu'il faut que je laisse de côté. Et du coup, c'est vraiment un catalyseur pour ça. Trop bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour tout ça, Avec pour plaisir. ce temps et cette énergie. Ça fait plaisir de voir que ça continue à bosser dur. Et puis, je vais te laisser du coup retourner à ta journée Yes, tranquillement. Merci d'avoir participé. tranquillement. C'est calme. Enfin, tranquillement ou pas, du coup, Ouais. très intensément. Ouais. Merci beaucoup, Anastasia. À plus. Merci à toi. Ciao. Ciao. Bon, bah, trop cool. Bah, une bonne leçon de résilience. Encore une fois, ça fait hyper plaisir. Genre, enfin, moi, c'est trop marrant, hein. La plupart des gens que j'ai au téléphone et à qui je peux parler des boîtes de family et des boîtes de coup d'État en général, ils me disent globalement la même chose, à part les e-commerce, etc., où là, tu as des histoires de stock et des activités qui peuvent pas être maintenues. Il y a quand même pour tout ce qui est digital, vraiment purement digital, il y a énormément de choses qui sont en train de se faire. Alors, sans plus attendre, on va accueillir Maxime Blondel, a.k.a. Blondie, qui va nous parler de Muse, de son nouveau projet, de SEO, et je pense qu'il va y avoir plein de questions. Donc, je vais l'ajouter au live, et puis, on est parti. Yo, Oh, comment ça va? ça va et toi? Ça va, ça va. T'as l'air tout à fait content. Écoute, moi, je regardais le live, très très cool. Et Ouais, je suis à peu près là tous les jours, donc bravo pour ce que tu fais. bah, c'est gentil, merci Tout prêt. beaucoup. Bon alors, nouveau projet, tu quittes de Family pour monter une BFF. Donc une BFF, c'est le même modèle de boîte que ce qu'on fait chez Coup d'État, c'est-à-dire qu'on est une succursale de The Family, on est une boîte fille de The Family. Ouais. Raconte-moi, qu'est-ce que tu nous prépares?
Yes, donc ce matin, on a annoncé le lancement d'une boîte qui s'appelle The Secret Company, qui est donc un startup studio, en gros, dans les grandes lignes. Bon, on va pouvoir discuter un peu de l'histoire de ce projet, mais ça fait 6 mois qu'on a démarré. Au démarrage, au sein de The Family, on ne savait pas trop ce qu'on faisait. On testait des trucs, on essayait de lancer des business. Et en fait, on va dire, il y a un mois de ça, moi, j'ai compris à quel jeu on jouait, enfin. Après avoir lancé plein de business, avoir rencontré plein de gens. Et on a décidé que c'était mieux de rendre cette structure indépendante adossée à The Family. Mais ouais, on l'a lancé ce matin, ça s'appelle The Secret Company. Donc secretcompany.co. Alors, je suis trop content que tu parles de trouver le jeu auquel on joue, parce que c'est Ouais. souvent une phase dont on parle pas du tout, en fait. Il y a la phase de j'ai compris ce que je veux faire, quel problème je veux régler, etc., où tu Mhm. parles à tes users, etc., dont on parle tout le temps dans Coup d'État, Ouais, tout ça. Mais ça, c'est vraiment à la maison, ça régale. on Non, adore. il y a cette phase-là qui est quand j'ai compris un peu ce que je voulais faire, quelle était mon idée, quel problème je voulais régler, comment je fais pour avancer. Mais en fait, il y a la phase d'avant, qui est une phase un peu plus personnelle, un peu Ouais. plus d'introspection de qu'est-ce que je veux faire vraiment de ma vie et pour qui j'ai envie de bosser, etc. À quoi elle ressemble? À quoi ça ressemble 6 mois d'exploration où tu sais pas vraiment ce que tu fais? Honnêtement, beaucoup de doutes. Je vais l'avouer, j'ai failli arrêter plusieurs fois. Même moi, il y a des fois, j'étais vraiment down parce que ça avançait pas. En fait, tu te rends compte que tout prend du temps et arriver à compresser justement cette courbe de temps, essayer de faire des jolis trucs en très peu de temps, c'est super dur. En plus de ça, tu vois, moi, enfin, c'est pas une excuse, mais j'ai 24 piges. Enfin, j'ai lancé une boîte avant que j'ai réussi à revendre, mais c'était un petit truc, j'étais seul. Je sais pas si on peut appeler ça une boîte, c'était un joli projet, disons. J'étais solo. Et c'était dur. Après, il faut un petit peu. Tu vois, je me demande toujours un peu, je me dis, qu'est-ce qu'aurait pensé un sportif de niveau dans ce moment-là? Et un sportif de niveau, il abandonne pas. Donc, tu essaies un peu de bosser ton mental et tu te dis, allez, encore un mois, je pousse, pousse, pousse. Et en fait, tu vois, là, je suis trop content parce que en toute honnêteté, hein, c'est pas parce qu'on est en live, mais j'ai vraiment l'impression que j'ai trouvé un projet de vie pour les 10 prochaines années, quoi. En fait, tout s'est aligné. Un matin, c'est un peu cliché, mais je me suis réveillé un matin et je me dis, putain, mais en fait, ce modèle, il est chambé. Au début, je comprenais pas que c'était un startup studio, tu vois. On montait des projets, on cherchait des entrepreneurs parfois. J'essayais, moi, de trouver des clients sur un projet. Il y avait pas de CEO pour certains projets. Et en fait, là, j'ai réalisé très récemment qu'en fait, c'était ce que je voulais faire de ma vie, tu vois. Aider des gens qui ont un peu cette fibre entrepreneuriale, mais qui soit osent pas passer le pas, soit il leur manque une petite enveloppe d'argent, soit ils cherchent une idée alors qu'ils ont une grosse déterre ou que c'est des super commerciaux. Et en fait, les faire devenir entrepreneurs, les accompagner, apporter de la valeur là où on peut en apporter. Et j'ai vraiment réalisé en fait que là, c'était un des meilleurs trucs qui me sont arrivés sur les 10 dernières années. Vraiment, c'est un projet de fou. Donc, pour les gens qui nous suivent et qui ne te connaissent pas, tu peux nous raconter les 5 projets que tu as lancés ces derniers temps et qui sont toujours vivants, Ouais, qui sont associés à The Secret Company. yes, exact. Alors, donc, dans Startup Studio, depuis 6 mois, on a testé à peu près une quinzaine d'idées. On pourra parler de celles qui n'ont pas fonctionné, mais celles qui sont actuelles et pour le coup et qui tournent bien, on a un studio qui crée des jeux de société. Donc, on a lancé un jeu qui s'appelle Komojo, qui est une sorte de Time's Up revisité. On a lancé des origamis géants qui ont des formes d'oiseaux que vous pouvez trouver sur Amazon en magasin. Bon, plus maintenant, mais en tout cas sur Amazon. Donc ça, c'est le studio qui crée, on va dire, des produits consumer grande consommation. Et on a donc ensuite un studio qui crée des apps Shopify. Donc on crée ce qu'on appelle des micro-software. C'est des petits logiciels qui sont sur le Shopify App Store et qui sont des features pour les e-commerçants pour améliorer leur conversion, leur faire gagner du temps. Ça s'appelle castor.studio, c'est le nom du site web, c'est .studio, et Castor avec un K. On a alors une agence de SEO nouvelle génération. Ça s'appelle SEOsecret.co et on se veut un positionnement un peu novateur. On veut vraiment aller à l'encontre de toutes les agences traditionnelles, disons. Moi, ça fait 5 ans que je baigne dans le milieu. J'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de gens qui se faisaient arnaquer ou qui achetaient des produits super chers SEO pour zéro performance. Et donc, on veut se positionner comme le e-shop du SEO sur lequel tu vas, il y a un nombre X de produits. Pour l'instant, on a 4 produits. Là, on va en rajouter encore 2 dans la semaine. Et tu sais très clairement ce que tu achètes, à quel prix, c'est ligne par ligne, tu sais ce que tu achètes, quoi. Tu achètes de la performance, de la performance SEO. Et on fait de la rédaction de contenu, on peut t'acheter des backlinks pour avoir que ton site ait une meilleure réputation, etc. etc. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme projet? Il y a VizGames, qui est un studio qui développe des applications mobiles. Donc là, on va lancer dans les prochains jours notre première application qui s'appelle Vacarme.
qui est un jeu mobile multiplayer pour principalement les étudiants pour l'instant. On va se distribuer sur les campus avec les assos étudiantes. Et Vacarme, c'est un jeu qui reprend le concept de qui autour de la table est le plus beau, par exemple, et les gens votent, ou qui doit faire tel gage. Et là, c'est la première appli qui s'appelle Vacarme, et on va en sortir, je pense, 3-4 autres d'ici l'été là. C'est fou parce qu'il y a peu de points communs entre ces projets-là. Comment tu chopes les idées? Genre, c'est juste l'opportunité, t'avais une liste d'idées, un carnet avec des trucs. Comment ça s'est passé? Alors, j'ai un carnet avec une liste d'idées, beaucoup de mauvaises idées, mais alors, tu vois, SEO Secret, clairement, ça vient de mon expérience et des 5 ans que j'ai passé à faire du SEO et à conseiller notamment des startups de The Family. Donc, celui-là, c'est plutôt moi qui les kickstart. Et là, j'ai un de mes meilleurs amis, Robin, qui me rejoint et qui en devient le CEO, en fait, parce qu'il avait besoin d'un CEO pour l'idée de ce projet. Après, il y a effectivement des rencontres, disons, opportunistes, il ne faut pas avoir peur du terme. Moi, je trouve ça assez positif, où on rencontre des gens qui te disent, écoute, je veux lancer tel projet, mais il me manque telle ou telle ressource. Et si on l'a en stock et qu'on peut les aider avec The Family, avec The Secret Company, on leur propose un deal et on lance ça ensemble. Ok, ouais, très clair. Pour le SEO Secret, j'aimerais bien qu'on insiste un tout petit peu là-dessus. Moi, c'est Ouais. un sujet qui me fascine parce que donc le SEO, pour ceux qui nous suivent et qui savent pas, c'est Search Engine Optimization. C'est un des 19 canaux d'acquisition. D'ailleurs, tu fais partie de la formation Trouver des clients de coup d'État et ça régale, merci. C'est un truc que tu as beaucoup bossé. C'est comment on fait pour acquérir des leads par l'optimisation sur Google. Et en fait, la plupart du temps, c'est des agences qui font ça ou des freelances. Donc, c'est du service, c'est purement du service. Et toi, tu parles de produits, tu parles d'un e-shop sur lequel tu peux venir acheter des packages. Donc, c'est une espèce de productisation d'un service. C'est ce qu'on essaye enfin, c'est ce qu'on enseigne dans Anyone Can Scale. Grave. Comment tu fais pour prendre un service comme celui-là et le productiser? Alors, bah, tu t'essayes de regarder un petit peu tout ce que font les agences et les consultants autour de toi. Tu regardes, tu prends ce qu'il y a de bon à prendre et tu essayes d'enlever tout ce que toi tu trouves bullshit. Donc moi, dans mon cas, tu vois, sur 5 ans, j'ai vu beaucoup de clients donc, qui étaient parfois pas digitalisés. Tu vois, c'est des agences immobilières, des agences événementielles, des business d'industrie plus traditionnels comme ça. Et en fait, en travaillant un peu avec eux, en les interviewant, tu te rends compte que parfois ils ont acheté donc, du consulting SEO où moi, je vois très bien le temps que ça prend à ces consultants de délivrer ce service-là et délivrer ces PDF ou ces PowerPoint. Et tu te dis, OK, c'est pas normal que les mecs payent 2000, 3000, parfois 5, 10 000 euros pour ça. Et en fait, tu te dis, bon, bah, si moi, je peux leur offrir la même valeur de service, à la limite, je vais leur offrir gratuitement. Ça va me permettre de générer des leads. C'est ce qu'on fait. On offre les SEO audits gratuitement à nos clients. Et derrière, après, nous, on leur vend toute la partie vraiment opérationnelle. On leur vend du concret. Donc, on va leur vendre la rédaction de contenu SEO, que ce soit des landing pages commerciales ou des articles de blog. S'ils ont besoin de backlinks, donc des backlinks, disons des sites, enfin des blogs thématiques qui vont écrire un article de blog sur vous et dedans il y aura un petit lien qui renvoie vers votre site. Ça, Google l'identifie et c'est comme si, disons par mail, je sais pas, toi, Valentin, Oussama te fait une intro à un investisseur. Forcément, tu as plus de chances qu'il te réponde que si tu le contactais en direct, cet investisseur. Ça s'appelle un transfert de réputation, disons. C'est la même chose, on leur vend des backlinks, on leur vend vraiment du concret, c'est la partie très produit du coup du SEO, en tout cas très, très peu théorique et très opérationnelle. Ok, très clair. Bah écoute, très cool. Petit instant promo, si vous voulez apprendre à faire ça vous-même, la formation Trouver des clients est dispo en précommande encore maintenant. Et si vous n'avez pas envie de l'apprendre à le faire vous-même et que vous voulez passer par des gens qui savent déjà le faire depuis longtemps, seosecret.co, ça cartonne, trop cool. Il y avait une question dans le chat qui était hyper intéressante. Il y a plein de questions marrantes, hein. Il y a des qu'est-ce que tu consommes pour avoir autant d'idées, tous ces trucs-là. Moi, j'aime beaucoup ce dont tu parlais tout à l'heure, parce qu'il y a Ouais. de la vulnérabilité, et j'adore la vulnérabilité. Sur le doute, quand t'as plein d'idées et que tu cherches un peu le modèle de ta boîte, etc. Quelqu'un qui demandait un peu plus en détail, mais comment tu fais en fait pour te raccrocher? Tu parlais de penser à ce qu'un sportif de haut niveau ferait. Ça fait quoi en fait? Genre, comment tu fais pour continuer? Elle ressemble à quoi cette résilience? À quoi tu te raccroches? Euh, à quoi je me raccroche bah, et j'ai toujours fait beaucoup de sport. Tu vois, enfin, à la base, moi, j'ai fait 6 ans. Tu vois, par exemple, j'ai fait 6 ans d'athlétisme où je courais dans les bois tout seul. Je faisais des crosses de 2, 3, 4 kilomètres. Je pense qu'honnêtement, ça m'a apporté beaucoup en termes de résilience et de pas lâcher, etc. Après, chacun y trouve son moteur. Hein. Moi, tu vois, clairement,
je pense que prouver aux autres, et c'est un peu à la méthode des rappeurs en mode niquer le game, parce que ce que tu peux dire souvent aussi, essayer de prouver aux autres, c'est pas forcément le meilleur moteur. Maintenant, il faut arriver à se connaître. Moi, j'avoue que parfois c'est le mien, et j'essaie un peu de jouer sur mon ego perso. Je pense que j'essaie de faire ça. Et après, tu te raccroches aux petites victoires. C'est-à-dire que ouais, quand tu testes 10 idées tous les 2 mois, bah, qu'il n'y en ait qu'une seule qui marche, bah, tu dis bon, ok, on va pas penser aux autres, on va penser à celle qui fonctionne et on va appuyer là-dessus à fond pour que ça fonctionne encore mieux. Ok, ouais. Tu parlais j'ai trouvé ce que je veux faire pour les 10 prochaines années. Ouais. J'ai dit ça un nombre de fois assez incalculable dans ma vie. Ça me fait beaucoup rire. À quoi ils vont ressembler les 2 prochains mois déjà? Alors les 2 prochains mois, écoute, on a déjà sur les 2 prochains mois beaucoup de produits à délivrer. Pour être franc, nous là, un peu tristement, mais on bénéficie pas mal de la période, tu vois. Tout ce qui est vendre des produits digitaux, même vendre des loisirs créatifs sur Amazon, des origamis, des jeux de société, ça fonctionne bien en ce moment. Peut-être que le SEO va être un peu plus dur à vendre, et encore que je pense qu'il y a pas mal de boîtes. Là, on a réussi encore à closer un client aujourd'hui. Euh, les 2 prochains mois, notamment, tu vois, tout ce qui est application Shopify, application mobile, on a pas mal de produits à shipper, donc à sortir au public. On a pas mal de partenariats à faire, tu vois, pour les applications mobiles, essayer d'aller voir tous les assos étudiantes de France. Pour les applications Shopify en distribution, on a un Excel de 100 idées qu'il faut qu'on fasse, et ça prend du temps. Et après, moi, pour les 2 prochains mois aussi, là, en ce moment, pour chaque projet, j'ai quasiment trouvé le CEO de mes rêves pour chaque projet. Et donc, ça va être beaucoup d'accompagnement, de l'onboarding pour ceux qui découvrent le produit. Ouais, ça va être essayer de vraiment de structurer ça. Essayer de structurer les 6 derniers mois un peu fouillis de travail que j'ai fait avec The Family. C'est intéressant sur le choix d'un CEO. Je pense que c'est un exercice qu'il y a pas mal de gens enfin, autour de moi qui ont pu faire cet exercice-là et c'était très très difficile. Comment tu te dis celui-là ou celle-là, c'est le CEO de mes rêves? Euh, Alors, moi, pour l'instant, je vais taper dans mes potes. J'essaie de convaincre mes potes que je trouve brillants et qui, je sais, ont une sorte de flamme entrepreneuriale dont on en parle de temps en temps. Là, j'essaie de les convaincre de me rejoindre. Et je leur propose des projets. Et après, effectivement, le bon CEO, déjà, c'est quelqu'un qui est déter, qui a envie, qui est excité par le projet et en fait, plus par travailler avec toi, je pense. Euh, et il faut qu'il y ait quelque chose dans son histoire, dans ses skills ou dans le travail qu'il faisait par avant qui colle avec le projet, tu vois. Pour mon pote Robin qui devient le CEO de SEO Secret, en fait, on a monté il y a 2 ans de ça une marketplace qui s'appelait 1001foodtruck.com, qui est une marketplace de food truck. Et avec lui, on a fait du SEO depuis 2 ans. Donc, il connaît très bien le produit. Je sais que c'est un super sales, c'est mon meilleur pote. Enfin, c'est un no-brainer, quoi. En plus, on kiffe, tu vois, on s'appelle tous les jours et on se marre. On se dit, putain, c'est trop cool en ce moment. Bon, on est confiné, mais c'est cool en vrai. Ouais, puis ça fait partie en fait du chemin entrepreneurial il y a des gens avec qui tu commences à faire des projets, et puis tu te dis pas dans 3 ans je vais finir par faire une boîte avec cette personne, puis finalement si quoi. Ouais, 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 complètement. Donc ouais. Il y a des gens qui demandent donc c'est quoi votre business model sur The Secret Company? Est-ce que vous prenez des parts dans la boîte? Est-ce que vous voulez prendre des dividendes? Ça se passe comment? Ouais, c'est ça. On prend des parts dans les boîtes qu'on accompagne. Je pense que, franchement, tout reste à construire, mais schématiquement, pour donner une idée aux gens, on va créer à peu près 5 à 10 boîtes par an. Maintenant, on verra aussi sur les prochains mois comment ça se passe, hein. Si les 5 projets, les 6 projets qu'on a là ont une croissance incroyable, je pense qu'on fera un double down, on investira encore plus sur cela. On reste flexible. Le but, c'est que les gens soient heureux avec nous aussi. Heureusement, je ne suis pas tout seul, il y a The Family avec moi. Euh, mais ouais, écoute, on va construire ça. Je vais pas mentir, on va construire ça sur les prochains mois, donc j'en ai aucune idée. Il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est que vous parlez de business qui sont scalables et qui sont self-funded, donc qui ne vont pas chercher d'argent à l'extérieur. Pourquoi tu prends cette décision-là? Et pourquoi, enfin, parce que, enfin, il y a une tendance de fond que j'aime beaucoup et que je prône beaucoup dans le coup d'État, qui est, on va pas faire que des boîtes qui ont besoin d'être des startups en hyper croissance et qui ont besoin d'aller lever à des valos hallucinantes chez des VC, etc. Pourquoi tu prends cette décision-là? Alors écoute, encore une fois, c'est assez opportuniste. Euh,
c'est juste la tendance. C'est que je sais pas, en gros, quand on a décidé de cette baseline, donc studio, building, scalable, profitable, self-funded businesses, on venait d'apprendre pour Covid. Je me suis dit, écoute, il y a un petit momentum. Je pense que tout le monde va vouloir monter des side projects, lancer des trucs. Donc, on va dire que c'est des boîtes autofinancées. L'idéal serait de les autofinancer. Si on peut ne pas lever de fonds, autant ne pas lever de fonds. Et si on peut aller vite quand même. Et le but, effectivement, de ces boîtes-là, c'est de générer des dividendes, qu'on se paye, avoir un vrai business model. Maintenant, en toute honnêteté, je reste flexible et on va rester flexible. Si on voit qu'il y a un projet où il y a besoin d'aller lever des fonds, ou si un entrepreneur qui nous dit, mec, j'ai envie d'accélérer encore plus vite et j'ai besoin de tant d'argent pour arriver à mon objectif, écoute, ce sera le CEO, nous on le suivra, on est là pour que les gens soient heureux et s'il a cette ambition-là, on le suivra sans problème. Donc, s'ils doivent être financés par des fonds d'investissement ou des VC, des business angels, il n'y a aucun souci. Ok. Alors j'ai des gens qui demandent est-ce que Coup d'État fait pareil? Non, Coup d'État fait pas pareil. The Secret Company, c'est un startup studio. Donc Maxime, il prend des gens, enfin il a des idées de business, il commence à les développer, et ensuite il trouve des CEO pour reprendre le projet et pour pouvoir le faire grossir. Nous, Coup d'État, on fait des formations pour t'apprendre à entreprendre, où on te met plein de retours d'expérience de différents entrepreneurs comme Maxime ou comme plein d'autres comme Anastasia juste avant, et on te montre leur état d'esprit pour que tu puisses apprendre à faire des choix et prendre des décisions et avancer. On te montre un peu le chemin entrepreneurial parce que on peut pas le prendre à ta place, mais par contre on peut te montrer. Donc c'est pas la même chose. Après il y a deux familles. The Family, c'est la boîte mère de nos deux projets qui effectivement accompagne des startups. Et donc là, c'est un peu le même modèle que le Startup Studio, mais encore un peu différent. C'est des boîtes qui existent déjà, dans lesquelles The Family prend 5% pour faire accélérer ces boîtes et les aider dans plein de situations difficiles très spécifiques et les aider à bâtir des boîtes gigantesques. Ok, donc ça c'est la grosse différence. Et donc voilà, c'est toujours pareil. C'est un peu il y a tellement de projets dans The Family, dans la sphère en général que les gens s'y perdent. Mais voilà. Ouais, grave, t'as raison, c'est pas facile effectivement à comprendre. Mais tu sais que c'est marrant, je me disais ça avant qu'on démarre le live. Euh, Coup d'État, c'est un peu mes premières fois. Le premier projet que j'ai lancé, je crois que j'avais 18 ans, c'était après avoir regardé toutes les vidéos Coup d'État and Demon à l'époque. La première conférence, c'est toi qui me l'as proposé. C'était Coup d'État Talks. Et là, c'est mon premier live avec toi. Premier live. Pour le confinement. Ouais. Non, mais c'est cool, ça fait hyper plaisir de t'avoir. Alors attends, je regarde s'il reste des questions. Euh, Ah ouais, il y avait une question tout à l'heure de Salah qui demandait comment est-ce que tu priorises tes idées? Enfin, tu disais tout à l'heure, j'ai un tas d'idées, dont des mauvaises. C'est quoi une mauvaise idée? C'est quoi une bonne idée? Et comment tu fais pour prioriser celle que tu vas développer? Je fonctionne pas mal au kiff. Celle qui m'excite, tu vois, genre je les teste le plus rapidement possible, quitte à bosser la nuit et les tester sur 48 heures. Maintenant, en général, une idée quand même, pour trouver des clients et pouvoir dire on met à la poubelle ou on continue, ça prend en général une semaine, parfois 2 semaines. Trop bien. Avant de terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver? Il y a pas mal de gens qui visiblement ça chauffe, qui veulent bosser avec toi. Pour bosser avec nous, c'est encore différent. Vous pouvez toujours nous écrire sur Insta si vous avez des demandes, n'hésitez pas. Mais donc toi, The Secret Company, c'est quoi? C'est sur Instagram, c'est partout? Comment on fait? Alors ouais, soit par mail blondie avec un y arobase thesecretcompany.co ou alors sur un Insta, je réponds à tout le monde arobase blondie avec un y point Insta ou sur LinkedIn Maxime Blondel. Enfin, vous me trouverez, je suis assez connecté, je réponds à tout le monde, donc avec plaisir. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup pour tout Ouais. ça. À toi? Ça fait très plaisir de t'avoir reçu. Ah, Et puis il y avait tous tes potes avec nous visiblement et c'était bien ah des ouais? marres. Genre, c'est très difficile de rester sérieux dans ces lives parce qu'il y a tout le monde qui fait des blagues à l'infini. Bon C'est copain, trop dur, c'est trop je dur. charrie fort. Mais en tout cas, merci beaucoup et puis Merci à bon toi. courage pour les 10 prochaines années. Allez, super. Merci mec. Salut. Allez, bisous, ciao. Bisous. Bon, bah voilà, ça fait plaisir, ça régale. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. C'est vraiment trop cool d'être avec vous et de voir tous vos commentaires. Ça fait trop plaisir.
J'adore. Il y a tout le temps des blagues, il y a tout le temps des petits trucs. Ça fait plaisir de rassembler la communauté comme ça et qu'on puisse apprendre les uns des autres. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des recommandations, de plein de choses, écrivez-nous sur Coup d'État. Ça fait plaisir. On est en train d'activer Vénère. On est bientôt à 10K sur Insta. Donc là, on est en mode ah, trop bien, on va pouvoir de nouveau accélérer. Promis, demain je me coiffe. Le problème, c'est plus la coiffure, là, c'est la coupe et je suis confiné, donc compliqué. Mais donc du coup, ouais, merci à tous de nous avoir suivis pour ce 3e épisode. Le prochain, ça devait être jeudi, mais je suis pas sûr de pouvoir le faire. Du coup, on va vous tenir au courant en story. Normalement, on fait 2 lives par semaine, un le mardi et un le jeudi. Et voilà, le but, c'est de vous présenter encore plus de profils inspirants, de pouvoir répondre aux questions en live et vous maintenir un niveau d'excitation et d'inspiration assez élevé. Et puis nous, on va retourner créer plein de contenu pour vous. La team est en train de charbonner vénère pour faire en sorte que Coup d'État ressorte de ce confinement encore plus sous stéroïdes qu'on l'était jusqu'à maintenant. Donc je suis hyper content que vous ayez suivi tout ça. Et puis, on se voit très vite. Ciao, ciao.